Je t'en prie, Salvatore. Alors, comme chaque année, nous allons effectivement remettre les prix meilleure recherche en protection de l'enfance. Juste quelques mots, comment il y a 4 ans, nous avions pensé à mettre en place ces trophées. Il y a 4-5 ans, on est à l'époque de Laurence Rossignol, ministre de l'Enfance et des Familles, qui nous avait fait remarquer, qui avait fait remarquer dans le cadre de ses concertations et de la loi 2016 que finalement il y avait peu de recherche en protection de l'enfance, et quand il y en avait, ce n'était pas du tout mis en valeur, pas du tout mis en avant. Et à la suite de ça, puisque nous avons beaucoup participé aux concertations en 2016-2017, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de créer ce prix meilleure recherche en protection de l'enfance pour pouvoir, nous, être un peu accélérateurs de ça et de valoriser des travaux. Aussi bien, ça peut être des travaux de recherche du type master, ça peut être des doctorats, etc. Et depuis 4 ans, donc, nous le faisons systématiquement tous les ans. On peut se rappeler il y a 4 ans d'une recherche qu'avait fait Julie Chapeau. Il y a 3 ans, et ça avait été un moment très 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 fort, le docteur Falilouba sur les enfants talibés, donc, où on a eu même une petite notoriété. Ensuite, le CNAIMO au Sénégal, ce trophée lui a permis en tout cas de plaidoyer auprès d'un certain nombre de gouvernements. L'an dernier, c'était François Saurin sur la recherche autour du numérique, mais aussi Marie Cromin sur les délais d'attente. Et donc cette année, je vais laisser la parole à Katia Mbelara, qui est coprésidente du Conseil scientifique, pour vous présenter donc la séquence de trophées recherche 2021. Eh bien, bonjour à tous. Avec Arnaud, nous sommes ravis d'être là pour vous présenter ces résultats. Alors, nous sommes 2 sur scène, mais nous sommes plus nombreux que cela. Donc, toute la commission du corps, alors là non plus sur la photo, vous ne voyez pas tout le monde, mais bon, certains d'entre nous, on a choisi la photo sur laquelle j'étais à mon plus grand avantage, hein, bien sûr. S'il y en a d'autres, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas les montrer. Donc voilà, en fait, on se réunit régulièrement dans l'année, on vous en parlera plus tard, mais nous avons travaillé pour essayer d'élire ce qui nous a semblé être la recherche la plus intéressante, la plus pertinente en protection de l'enfance. Le choix était assez difficile. On a d'ailleurs beaucoup pensé à vous, hein, parce que vous, pendant cet été, vous avez plutôt essayé d'être à la plage. Enfin, c'était plutôt comme ça cet été, concrètement. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a plongé dans toute la littérature que nous ont envoyée les personnes qui souhaitaient faire ce prix et qui espéraient aujourd'hui être primées donc au 4e prix de protection de l'enfance. Alors, pour démarrer et pour vous dire qui est le numéro 3, alors la 3e recherche, nous avons décidé du coup de nommer numéro 3 le travail de Luc Verbessel, que vous allez voir vendredi, vous présenter aussi une présentation sur un autre travail. On va pouvoir l'applaudir bien fort. Alors, son travail s'intéresse à la prise en compte des acquis expérientiels des mineurs non accompagnés. Je vais appeler, alors, il n'est pas là aujourd'hui, on ne dira pas la faute de qui c'est, donc il s'excuse, mais il va être représenté par un de ses collègues, donc Monsieur Rebriens, qui est en train d'arriver. Donc, on va laisser tranquillement descendre. Donc, on dirait que c'est Luc. Mais vous pourrez féliciter Luc vendredi matin. Donc voilà, toutes nos félicitations de la part de la commission et puis de l'ensemble du corps. Alors cette recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est une recherche en fait qui s'intéressait à une question d'actualité, la question des mineurs non accompagnés. Alors ça agite beaucoup, ça met dans des situations souvent inconfortables, à la fois les acteurs politiques mais aussi les acteurs de la protection de l'enfance. De plus en plus de mineurs non accompagnés passent par les services de protection de l'enfance. Et en fait, Luc Verbessel, dans le cadre d'un travail de master en éducation et formation, s'est intéressé à la coordination entre les éducateurs, donc des services de protection de l'enfance, et les enseignants
spécialisés ou les enseignants coordinateurs. Et en fait, il a proposé un dialogue, donc c'était un travail très original sur le travail de dialogue entre ces différents acteurs. Donc, il a fait une méthodologie où chacun des acteurs a essayé de réfléchir à comment, en fait, on peut accompagner ces enfants-là, donc avec une modélisation et un appui théorique assez d'orientation systémique quand même, surtout, même si on voit qu'il y a eu un appel à d'autres modèles théoriques. Et un des résultats qui l'a particulièrement intéressé, c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait s'appuyer sur les acquis expérientiels en fait, de ces mineurs non accompagnés pour les aider à s'intégrer dans la société. Et en particulier avec toute la problématique, il parle même de triptyque entre l'idée du passeport, de la carte de séjour, de l'insertion dans un projet éducatif ou professionnel. Voilà, donc tout ce travail en essayant d'être sur un accompagnement capacitaire. Et on voit bien dans son travail l'importance de pouvoir du coup faire dialoguer à la fois les services éducatifs et les services pédagogiques pour pouvoir permettre à ces mineurs non accompagnés d'avancer. Donc voilà, et ce qui nous a beaucoup touché, c'était aussi que ça pouvait être transposable à d'autres problématiques, la question de la coordination entre les différents acteurs. Donc c'est un des éléments qui nous a beaucoup touché dans ce travail. Donc voilà, on félicite toute l'équipe, puis on vous remercie d'être venu chercher le prix pour lui. Alors, numéro 2, nous avons décidé de primer le travail d'Astrid Ischerman. Je pense que tous ceux de la commission, on peut dire que Astrid est vraiment déçue de ne pas pouvoir être là. Elle nous a envoyé plein de mails, elle a eu plein de contacts avec nous quand elle a appris du coup qu'elle avait reçu le prix numéro 2. Mais malheureusement, donc, elle est retenue dans son laboratoire de recherche au niveau de l'université de Caen, puisque aujourd'hui, il recevait les commissions ministérielles qui évaluent les laboratoires de recherche. Donc, il faut savoir que tous les 4 ou 5 ans, selon, il y a des commissions qui passent et il faut être présent et répondre aux questions en vue d'être du coup renouvelée. Donc, elle était très, très déçue. Donc Astrid, c'est une personne qui est maîtresse de conférence. Au départ, elle était sur Rennes 2. Là, cette année, elle arrive sur l'université de Caen en tant que professeure de psychologie, spécialisée en psychocriminologie. Alors, le travail qu'elle nous propose s'appelle « Regard d'enfant sur l'incarcération, mise en place d'un groupe d'expression d'enfants et de parents ou proches incarcérés ». Donc, c'est le projet RESI. En fait, dans ce travail, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout d'abord, elle a questionné différents acteurs qui accompagnent les enfants dont un parent est incarcéré. Alors, elles sont parties d'un constat, c'est que ça concerne quand même beaucoup d'enfants, quasiment 140 000 enfants en France, a priori, seraient concernés par l'incarcération d'un de leurs parents. Et le constat de, finalement, on ne sait pas trop bien comment accompagner ces enfants, on ne sait pas trop quel ressort, quoi faire pour eux, est-ce qu'on doit en parler, pas en parler. On se rend compte dans les familles, parfois c'est pas nommé, parfois c'est un peu nommé, mais tout n'est pas complètement dit. En tout cas, tout le monde a l'air assez d'accord pour dire qu'on n'est pas très à l'aise avec cette situation-là. Donc en fait, ce travail a été mené à l'origine à la demande en fait d'associations justement qui accompagnent des enfants incarcérés, voire leurs parents incarcérés, et d'associations aussi qui ont les maisons de famille. Vous savez, quand les incarcérations, c'est pas toujours à côté de la maison, donc du coup, il y a des maisons de famille dans lesquelles viennent ces enfants. Et du coup, à la demande de ces associations-là, ils se sont retournés vers une équipe de recherche et ils ont développé un programme de recherche. La première étape, ça a été de questionner justement les besoins. Et la deuxième étape, ça a été de mettre en place un groupe de parole pour ces enfants. Donc, ce qui nous a touchés dans ce travail, c'est que, à la fois, on voit bien la complexité. Alors, il y a un besoin, mais malgré tout, c'est très complexe de monter des groupes, même si on a beaucoup d'acteurs qui sont très motivés. Et que, même si c'est très complexe, c'est pertinent de tenir le bon bout, de continuer à essayer de développer des lieux dans lesquels la parole pourrait être donnée aux enfants. Alors, pas dans l'idée d'un lien à tout prix, comme nous dit Astrid dans son travail, mais dans l'idée de pouvoir mettre des mots sur la représentation que les enfants ont de l'incarcération et du coup que ça puisse intégrer leur histoire familiale. Voilà, donc voilà pour ce travail et du coup on lui fera passer le trophée. Ensuite,
le premier prix. Alors le premier prix, on a tous été d'accord pour dire qu'à plein de niveaux, ça nous a transportés, ça nous a beaucoup touchés. Toute la lecture nous a beaucoup transportés donc sur notre plage sous la pluie cet été, mais nous a fait vraiment réfléchir à plein de points de vue. Et donc le premier prix, on le donne à Elena Friedman, que je vais appeler puisqu'elle est présente. Alors, Elena, toutes nos félicitations. Merci. Voilà, une map monde. Une map monde pour parler de ce sujet très complexe, qui est la prostitution juvénile dans le champ de la protection de l'enfance. Donc Elena va nous parler de son travail, puisqu'elle va vous faire une présentation détaillée. Elena a fait une licence de sciences de l'éducation. Le travail qu'elle nous a présenté est issu de son travail de master en sciences de l'éducation. Et puis, peut-être parce que ça l'a particulièrement intéressé la recherche, elle continue en doctorat cette année. Elle a même eu un financement pour ça. Donc, et on sait que c'est extrêmement compliqué d'avoir des financements de doctorat. Donc, on s'est dit que, on l'a appris bien après, que finalement, on n'avait pas été les seuls à être très touchés par la qualité du travail d'Elena. Voilà, c'est un travail qui est en plus aussi très bien écrit, très bien mené. Bon, bref, nous, on a vraiment été tous très touchés par ce travail. Et je laisse Elena le présenter. Alors, ce n'est pas mon PowerPoint. Sans doute. On peut avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert pour l'attribution de ce premier prix, qui me donne l'opportunité aujourd'hui de vous présenter mon travail de mémoire de Master 2 en sciences de l'éducation. Donc, il s'intitule « La prostitution juvénile dans le champ de la protection de l'enfance. Réflexion sur un dispositif de prévention au sein d'un foyer d'action éducative ». Donc, avant de vous exposer finalement les grandes lignes de ce travail de recherche, je vais tout d'abord vous faire part du cheminement qui a permis de rédiger ce travail. Donc, tout d'abord, il faut savoir que j'étais étudiante en Master 1 de sciences de l'éducation à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse et que je souhaitais travailler dans le champ de la protection de l'enfance. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'orienter mon stage de Master 1 vers le public des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, après plusieurs candidatures, le foyer d'action éducative Marie-Pascale Péan de Mulhouse a accepté de me recevoir. Et très rapidement, durant ce stage, il y a différentes problématiques de terrain qui sont apparues, dont la problématique de la prostitution juvénile. C'est là où je me suis dit que je voulais travailler sur cette thématique. Alors, je le sais, c'est une thématique qui n'est pas simple, c'est une thématique qui est taboue, qui pose beaucoup de questions, qui interroge, mais je pense vraiment que c'est une thématique d'utilité publique et qu'il est fondamental de la traiter, d'autant plus qu'on se rend compte que dans la littérature scientifique, finalement, elle est très peu abordée et que les professionnels de terrain ne sont pas toujours armés pour donner des réponses adaptées à ces faits. Donc, durant mon stage de Master 1, on a vraiment fait le choix avec ma directrice de mémoire, Madame Nathalie Gavins, maître de conférence en psychologie de l'éducation que je salue, de travailler sur la création d'un lien de confiance avec les jeunes, puisqu'il était essentiel, avant de mener un travail sur la thématique de la prostitution juvénile, que les jeunes apprennent à me connaître, que moi j'apprenne aussi à découvrir ces jeunes et qu'on puisse créer une confiance mutuelle. Donc pour ce faire, j'ai proposé au sein du foyer d'action éducative des ateliers de médiation artistique en 3 temps. Donc un premier temps, c'était une forme d'introduction où on faisait des icebreakers, donc c'est des petites activités finalement pour apprendre à se connaître. Le deuxième temps, c'était vraiment un temps lié à la médiation artistique, où les jeunes utilisaient différents médias. Et le troisième temps, c'était un temps de conclusion et de régulation, où les jeunes pouvaient, si elles le souhaitaient, présenter leur travail, et par la suite, où nous menions une réflexion
pour créer les prochaines séances dans le but vraiment qu'elles ressemblent aux attentes des jeunes. Donc ce travail, il a permis de créer une confiance mutuelle, de créer aussi une cohésion de groupe et de créer aussi un esprit de groupe sans jugement et sans moquerie entre les participantes, puisque l'idée, c'était vraiment qu'elles aient un lieu pour elles, qu'elles aient un lieu qu'elles puissent investir comme elles le souhaitent et comme une sorte de bulle finalement en dehors du temps. Et dans les objectifs également, sous-jacents finalement, il s'agissait de travailler avec elles les concepts d'estime de soi, de résilience et de renarcissisation. Donc, suite à ce stage, j'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste d'éducatrice spécialisée au sein de la structure et plus exactement au sein du groupe d'internat dans lequel j'avais fait mon stage de Master 1. Donc, je suis devenue éducatrice spécialisée à temps plein et j'ai continué mon parcours universitaire en Master 2, toujours en sciences de l'éducation. Donc vraiment, à ce moment-là, c'était l'occasion finalement de mettre en place la deuxième partie du projet, à savoir pour moi rédiger mon mémoire de Master 2 sur la thématique de la prostitution juvénile et de créer vraiment un dispositif de prévention adapté aux besoins des jeunes par rapport à cette thématique. Donc il faut savoir que durant la première année en Master 1, où j'ai travaillé avec ces jeunes, je me suis rendu compte que les modes de prévention classiques, comme par exemple le visionnage d'un film, la distribution de flyers, ou encore des interventions d'autres professionnels très institutionnalisés sur cette thématique, n'avaient pas forcément de sens, puisque les jeunes n'ont pas une attention particulière pour ces interventions, et qu'en plus elles se sentent très rapidement stigmatisées. Donc une jeune fille m'a dit un jour, après une de ces interventions, « On est en foyer, donc pour eux, on est des prostituées ». Donc c'est finalement grâce à tout ce travail préliminaire, à cette connaissance aussi sur le terrain, sur le public et aussi sur les pratiques des professionnels qu'on a pu réfléchir ce travail de recherche et qu'on a pu aussi mettre en place un dispositif de prévention qui est lié, qui a une orientation particulière, à savoir que les adolescentes finalement vont devenir des actrices de prévention. Et donc ça, je vais le développer davantage dans mon propos par la suite. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté finalement les grandes lignes de ce cheminement, on va passer un rapide moment sur la question de l'état de l'art, donc une présentation rapide de la littérature scientifique. Il faut savoir donc que les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance ont des parcours de vie singuliers et complexes, qui sont en lien avec des phénomènes de brisure, des carences affectives et éducatives, des troubles de l'attachement, des échecs scolaires importants. Donc finalement, ce sont les conséquences de souffrances plurielles, et dont la prostitution juvénile. Et il faut savoir que la prostitution juvénile, c'est un sujet qui est peu traité et mal évalué en France, bien qu'il soit avéré. C'est également, la prostitution juvénile, une pratique qui est très banalisée par les jeunes filles elles-mêmes, et ce phénomène peut être considéré comme une façade à un mal-être plus global du sujet. Donc, une fois qu'on a présenté finalement les grandes lignes de la prostitution au sein du phénomène prostitutionnel au sein de la littérature, on peut se focaliser davantage sur l'intervention en milieu institutionnalisé des professionnels, qui est parsemée d'obstacles, puisque comme je le disais dans l'introduction, les professionnels de terrain sont finalement souvent très peu armés pour donner des réponses adaptées à ces faits, et ils peuvent avoir l'impression souvent de mettre en œuvre des accompagnements ou des prises en charge qui sont vouées à l'échec. En plus, on a le non-repérage des situations de prostitution de certains jeunes et l'absence de données chiffrées sur ce phénomène qui ne font qu'accroître finalement les difficultés d'intervention des professionnels. Donc on se rend compte que l'ensemble de ces facteurs aboutissent finalement à une volonté de ne pas inventer de nouvelles modalités de prise en charge de ces jeunes. Les interventions des professionnels sont d'autant plus complexes lorsqu'il s'agit de la prostitution invisible. Cette notion d'invisibilité, il faut savoir qu'elle renvoie à Internet et aux petites annonces, puisqu'effectivement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont créé de nouvelles formes de prostitution. Et ces médias de communication, finalement, permettent de créer le racolage et la rencontre entre l'adolescente et le client à distance. Donc, les jeunes filles ont finalement l'impression de rester cachées tout en étant accessibles aux clients. Donc, Internet apparaît donc
tel un facilitateur à l'activité prostitutionnelle, notamment via les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, mais également tels que les chatrooms comme Coco.fr ou encore les sites d'annonces comme VivaStreet. Enfin, la prostitution juvénile est à mettre en lien avec la présence récurrente dans notre société de la pornographie, de l'hypersexualisation et d'une éducation patriarcale où la femme peut être considérée comme un objet soumis au désir de l'homme. La pratique prostitutionnelle est donc synonyme pour ces jeunes filles finalement de dévalorisation et de dénarcissisation. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de mettre en place une prise en charge adaptée pour ces jeunes filles et qui répondent finalement à leurs besoins de prévention sur cette thématique. Donc une fois que vous êtes présenté finalement cet état de l'art sur la littérature scientifique, nous sommes demandé, au travers de la question de recherche, si les jeunes filles placées qui se prostituent présentent des carences de leur estime de soi, de leurs sentiments narcissiques, ainsi que de leur conscience de leur conduite à risque, notamment celle de la prostitution. Donc pour ce faire, on a mis en place un protocole méthodologique. Donc il faut savoir que pour mesurer finalement les variables de notre hypothèse, il a été nécessaire de les mettre en lien avec des indicateurs théoriques issus de la littérature. Pour pouvoir mesurer ces indicateurs théoriques, on a dû les traduire en indicateurs opérationnels et on a utilisé 3 outils de mesure pour les mesurer. Donc le premier, il s'agit d'un guide d'entretien semi-directif à destination des professionnels de la structure. Donc il faut savoir qu'il y a 10 professionnels représentatifs de l'équipe éducative du foyer d'action éducative qui ont répondu à ces questions et donc qui ont été interrogés. Le deuxième outil, ce sont des relevés ethnographiques qui ont été effectués sur une période d'1 an, allant de mai 2019 à mai 2020. Et enfin, notre troisième outil, il s'agit du test de Rosenberg relatif à l'estime de soi qu'on a fait passer aux adolescentes. Donc ce test est composé de 10 affirmations où les participants finalement doivent indiquer à quel degré ils sont en accord avec l'affirmation. Il faut savoir que ce test est coté sur une échelle de type Likert, allant de 1, très incorrect, à 4, tout à fait correct. Et si l'individu finalement a un score important, il a une haute estime de lui-même. Et dans le cas où l'individu a un score inférieur à 30, ça veut dire qu'il a une faible estime de lui-même. Donc je vais maintenant vous présenter le terrain de recherche où on a pu mener donc, notre enquête. Il s'agit donc du foyer d'action éducative Marie-Pascale Péan. Il faut savoir que c'est un acteur social de la ville de Mulhouse dans le champ de la protection de l'enfance. Il est rattaché à la Fondation de l'Armée du Salut et il a comme mission principale l'accueil en internat éducatif d'adolescentes âgées de 13 à 18 ans et placées via une mesure administrative, judiciaire ou pénale. Donc, au sein de cet établissement, on a pu mener une évaluation de l'organisation. Et donc, il est apparu finalement que la prostitution juvénile est vraiment une problématique prégnante et récurrente de l'établissement. On s'est rendu compte finalement que la localisation de l'établissement permettait également le développement finalement de cette pratique, puisque comme l'explique une monitrice éducatrice, d'autant qu'il se situe au centre-ville, à 2 pas de la gare, et à une trentaine de kilomètres de Bâle, où il est plus facile de garder l'anonymat. Nous nous sommes également rendus compte finalement qu'il y avait des recruteurs, des proxénètes et des clients qui étaient au courant de la localisation de cet établissement et qui savaient, et qui savent toujours encore malheureusement, que des jeunes filles naïves et fragiles y sont hébergées. De ce fait, ces jeunes filles-là sont très régulièrement, voire quasiment quotidiennement, abordées dans la rue par ces individus pour avoir des rapports sexuels tarifiés. Il faut savoir cependant que l'établissement est bien au fait vis-à-vis de cette problématique et que c'est pour ça qu'elle propose de nombreuses formations sur cette thématique, que ce soit à destination des professionnels ou à destination des jeunes filles. Et également que finalement les équipes éducatives au quotidien s'attellent à mettre en place un accompagnement vis-à-vis des phénomènes de renarcissisation, de résilience et d'estime de soi de ces jeunes filles. Mais malgré cela, on s'est rendu compte que les conduites à risque des adolescentes, et plus particulièrement celles de la prostitution juvénile, perduraient.
Donc je vais maintenant vous présenter les résultats de ce travail de recherche. Donc il s'agit de l'ensemble des données que nous avons pu récolter via les 3 outils de mesure que je vous ai présentés préalablement. Donc tout d'abord, il apparaît que les adolescentes placées présentent des failles narcissiques importantes et des troubles importants de l'estime de soi. Ce sont vraiment des adolescentes naïves, vulnérables et fragiles. Et elles présentent des troubles de l'attachement également très importants, qui ont pour cause de mauvais traitements durant l'enfance, des carences affectives et éducatives, des histoires semées de vide, de rupture. Et on se rend compte que ces jeunes filles développent également un besoin d'amour constant et qu'elles mettent en avant un manque d'amour de la part d'autrui. C'est pour ça que ces jeunes filles mettent aussi en avant au quotidien un besoin de plaire qui est très important. Et une éducatrice spécialisée a déclaré lors d'un entretien: « Je me souviens d'une jeune fille qui m'expliquait, en faisant référence aux hommes avec qui elle avait eu des rapports sexuels tarifiés, que des fois, ils sont gentils au début, ils me disent que je suis belle, qu'ils ont envie de moi et ça me fait du bien. » Il faut également savoir que pour analyser la pratique prostitutionnelle de ces jeunes, il est nécessaire de prendre en compte les jeux d'influence au sein de la structure et au sein des groupes d'internat en particulier, mais également les fréquentations de ces adolescentes, que ce soit à l'intérieur de la structure ou à l'extérieur, puisqu'on s'est rendu compte que c'est comme ça que de nombreuses adolescentes finalement entraient dans la pratique prostitutionnelle. Donc une professionnelle explique: une jeune fille de 14 ans ramenait des petites nouvelles que nous accueillons ici chez son demi-frère pour aller se faire prostituer. Elle a d'abord été prostituée, donc elle était victime avant de devenir proxénète. Ensuite, on s'aperçoit que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, les sites d'annonces, ont également une part importante dans l'analyse de la pratique prostitutionnelle, puisque finalement, on se rend compte que vis-à-vis de ces médias, les jeunes filles, elles ont des pratiques qu'elles trouvent banales, mais qui ne le sont pas. Donc on s'est rendu compte qu'un bon nombre d'entre elles, voire même la majorité, avaient déjà effectué des nudes, ou qu'elles avaient été photographiées ou filmées durant des rapports sexuels, et que ces contenus, en fait, étaient diffusés par la suite sur les réseaux sociaux. Il faut également savoir finalement que ces jeunes filles banalisent l'activité prostitutionnelle, et que pour elles, elles ne sont ni des victimes, ni des personnes prostituées. Il y a également une absence de notion de danger qui est d'autant plus importante du fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque finalement ces adolescentes-là se sentent protégées par les écrans. On se rend compte aussi que ce sont des adolescentes qui n'ont peu ou pas de connaissances sur cette pratique, et ce sont aussi des jeunes filles qui sont stigmatisées aux yeux de la société. Donc stigmatisées pourquoi ? Tout d'abord parce que ce sont des adolescentes qui sont placées dans un dispositif de la protection de l'enfance, et ensuite ce sont des adolescentes qui sont prostituées. Donc il y a également les phénomènes de réputation, comme par exemple le fait de tourner dans des caves, qui entraînent d'autres phénomènes de stigmatisation et aussi des phénomènes d'étiquetage. Ce travail de recherche nous a aussi permis finalement de démontrer qu'au sujet de la pratique prostitutionnelle, les professionnels étaient impuissants. Et comme le chef de service l'explique, c'est une tendance qui reste peu connue et mal combattue des professionnels de la protection de l'enfance. Toutefois, comme le démontre le directeur de la structure, la protection de l'enfance n'est pas la seule affectée par le phénomène. C'est souvent au collège que les prémices de la prostitution ou les risques de développer des conduites prostitutionnelles émergent. Donc finalement, pour les professionnels de la protection de l'enfance, il est donc nécessaire de se former sur cette thématique-là, afin de pouvoir proposer aux adolescentes un accompagnement qui répond à leurs besoins et qui est dénué finalement de jugement. Donc au travers de la présentation de l'ensemble de ces données qui sont donc les résultats de notre recherche, on a pu valider notre hypothèse de travail, et c'est ainsi qu'on a pu mettre en place la création de notre dispositif de prévention à l'égard des adolescentes placées et prostituées. Donc, notre projet de prévention comporte 7 objectifs visés. Il a vraiment comme but d'insuffler une dynamique de projet qui permet aux adolescentes placées de devenir des actrices de prévention. Donc, il s'agit vraiment, via ce travail de prévention, de faire réfléchir les adolescentes et de leur faire prendre conscience de leur conduite à risque, et particulièrement de celle de la
prostitution juvénile. Et le but de ce travail, c'est également d'accompagner finalement chez ces jeunes filles les phénomènes de renarcissisation et de résilience. Donc finalement, la finalité de ce projet était de créer un support vidéo de prévention à destination de jeunes au sujet de la prostitution juvénile et également de créer une exposition d'affiches en lien avec le support vidéo de prévention. Ce projet était également, créé via une co-construction et un management participatif. Et les adolescentes, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont devenues des actrices de prévention. Donc l'objectif, c'était vraiment qu'elles aident, qu'elles accompagnent et qu'elles préviennent d'autres jeunes, donc elles changent de statut. Cela permettait aussi finalement de les mettre à distance de leurs propres histoires de vie pour qu'elles ne soient pas toujours considérées comme des jeunes filles à problème, comme des personnes prostituées ou comme des adolescentes fragiles, mais bien comme des personnes pouvant véhiculer un message vis-à-vis d'une thématique d'utilité publique. Donc, au sujet de la dimension opérationnelle, on a pu mettre en place avec ces jeunes filles 4 séances de travail et 1 séance photo. Il faut savoir que pour prendre en compte le processus de renarcissisation de ces jeunes, on a fait le choix, avant chaque séance de travail, de leur adresser une invitation individuelle. Ensuite, durant ces séances de travail, on a mis en place des groupes de parole, où on évoquait effectivement la thématique de la prostitution juvénile, mais également des thématiques associées. Donc, par exemple, avec les jeunes filles, on a pu évoquer la question du consentement, la question de la contraception, la question des violences commises envers les femmes, de l'éducation homme-femme, de l'égalité homme-femme également. Et durant ces séances, elles ont également développé des définitions sur les différentes formes de prostitution. Et par exemple, pour la définition de la prostitution, elles ont écrit « une personne qui vend son corps par obligation ou en étant payée pour le plaisir sexuel de l'autre ». Durant ces temps, elles ont également rédigé des phrases sur le sujet féminin. Donc par exemple, une femme, c'est une combattante. Une femme a des sentiments, des émotions et elle doit en être fière. Une femme, c'est la moitié de la culture. Une femme, c'est une fille qui travaille, fait des études, fait des actes dans sa vie. Et ces phrases-là, elles les ont enregistrées par la suite pour les incorporer au sein du support vidéo de prévention. Donc maintenant, on va s'intéresser davantage à l'évaluation du projet. Donc on peut tout d'abord se baser sur les dires d'une professionnelle qui explique « Je trouve déjà que l'idée de mes collègues de donner aux jeunes un rôle d'actrice de prévention au sein d'un clip est une bonne idée, car ça va les faire voir la thématique d'une autre façon qu'avec leurs histoires personnelles. » Donc il est à noter que la majorité des adolescentes présentes sur le groupe d'internat a participé à ce projet. Donc effectivement, au départ, quand on a annoncé lors de la première séance de travail la thématique, il y a eu des réactions qui ont été compliquées, puisqu'elles se sont très vite senties attaquées. Elles ont également fait des liens avec leurs histoires singulières de vie. Mais une fois qu'on leur a expliqué qu'elles allaient devenir des actrices de prévention, qu'elles allaient changer de statut, qu'elles allaient être des personnes ressources et aidantes, elles ont participé à ce projet et elles ont permis finalement de donner vie à ce projet et donner du corps et du sens aussi à ce projet. Cependant, il y a eu la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 à ce moment-là, et certains éléments ont dû être modifiés ou supprimés. Effectivement, on avait prévu initialement 6 séances de travail sur la thématique, on a pu n'en faire que 4, et une professeure de Zumba devait également intervenir pour que les jeunes filles puissent s'exprimer via leur corps. Mais cette intervention était prévue 1 semaine après le début du premier confinement. Elle était d'abord reportée et finalement elle a été annulée. Et il faut également savoir que lors du confinement, au préalable, avant le confinement, on avait vraiment pu créer une cohésion de groupe, une dynamique d'équipe, etc. Mais elle a été complexe à garder tout au long du confinement, puisqu'au sein d'un groupe d'internat, on avait effectivement d'autres problématiques également à gérer. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet, par ses modalités particulières d'intervention, est un projet qui est adapté aux besoins singuliers des jeunes filles sur cette thématique et aux besoins de la structure. Il a donc permis, de manière collective, de mettre en œuvre une démarche et une cohésion de groupe dans l'optique d'aider et d'informer d'autres jeunes à ce sujet. Et de manière individuelle,
on s'est rendu compte que les adolescentes ont pu aller davantage vers les membres de l'équipe éducative pour évoquer la thématique de la prostitution juvénile, non pas à une échelle collective, mais bien à celle de leur situation singulière. Donc il faut savoir que dans la continuité finalement de la réflexion autour de ce travail de recherche, avec ma directrice de mémoire, on a fait le choix de rédiger un article intitulé « Jeunes filles placées en foyer d'action éducative, analyse de risque de la pratique prostitutionnelle ». C'est une étude qui porte sur l'observation de 20 adolescentes placées en foyer d'action éducative avec une moyenne d'âge à 15,6 ans. Elle met en avant une méthodologie qualitative qui est basée sur des observations directes et indirectes. Donc en conclusion, on peut retenir que ces travaux de recherche finalement interrogent au-delà de leur thématique particulière. Effectivement, ils questionnent l'ensemble du fonctionnement de la société et la place de l'individu dans cette dernière. Ces questions de société interrogent également sur la place, les désirs, les représentations, les objectifs de ces jeunes qui sont les adultes de demain. Et il serait intéressant de poursuivre finalement la réflexion et l'analyse en développant davantage une réflexion sur la prise en charge de ces adolescentes placées et prostituées, qui pose de multiples questions, dont celle d'un accompagnement individualisé, de la place et du rôle de la justice, de l'utilisation banalisée et de la dénonciation sur les réseaux sociaux, par exemple. Et enfin, il faut savoir que le mémoire, ainsi que la rédaction de l'article, nous ont également permis de mettre en avant une autre problématique centrale chez les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit de celle de la scolarisation de ces jeunes, et plus particulièrement du décrochage scolaire de ces jeunes, et des parcours scolaires et atypiques de ces adolescents. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité poursuivre effectivement mon parcours universitaire via une thèse de doctorat. Et il est apparu essentiel à mes deux directeurs de thèse, Mme Nathalie Gavin et M. Éric Flavier, et à moi-même, d'analyser et de prendre en compte la problématique de ces jeunes en amont, en essayant finalement de les accrocher à leur scolarité avant qu'ils ne décrochent et n'entrent dans des processus de destruction liés à des conduites à risque. Donc c'est pourquoi mon sujet de thèse va porter sur la collaboration interprofessionnelle entre les éducateurs spécialisés et les enseignants du premier degré dans l'accompagnement scolaire des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance. Et dans cette optique, avec M. Luc Verbeselt, qui est inspecteur de l'aide sociale à l'enfance et qui interviendra également lors de ces assises, nous avons comme projet de rédiger un article sur la question de l'intermétier dans l'accompagnement scolaire des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, et plus particulièrement via un exemple local avec le dispositif de remédiation scolaire du Haut-Rhin. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Katia, je vous en prie. Merci beaucoup Elena. Merci vraiment. Voilà, on a hâte de suivre et de continuer à suivre vos travaux. Concernant du coup les 3 lauréats, vous pourrez retrouver des résumés, enfin des petits articles qui présentent leurs travaux sur le site internet du CNAMEO à partir de la fin d'année 2021. Comme ça, vous pourrez lire plus en détail tous ces travaux-là. On remercie aussi tous ceux qui ont joué pour ce prix-là et qu'on n'a pas pu récompenser. Et on invite encore plus tout le monde à jouer pour l'an prochain, puisqu'on va continuer. Du coup, ce sera le 5e prix. Salvatore ? Oui, je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois, parce que c'est un travail énorme. On ne s'en rend pas compte, mais... Et puis, ça me permet de remercier aussi la commission recherche et le conseil scientifique qui, bénévolement, se réunissent plusieurs fois par an. Alors, ils travaillent sur les trophées, mais sur d'autres choses. Il y a une publication, on en parlera demain. Donc voilà, je voudrais remercier, il y en a plusieurs dans la salle. Et je vous invite tout à l'heure à venir nous voir. On fera une petite photo avec la lauréate, avec les membres de la commission. Merci.